Good Morning Business. Le débat. Il faudra du temps pour diriger le quoi qu'il en coûte qui va encore peser sur nos finances publiques de nombreuses années. Mais quand même, il y a une volonté timide, mais elle est là quand même, de contraindre un peu la dépense publique. La volonté, elle est imposée par le calendrier européen. Il faut qu'on ait fini le processus de trajectoire pluriannuelle des finances publiques pour la fin du mois. On envoie à Bruxelles notre truc à la fin du mois qui nous répondra, comme à tous les autres pays, au mois de juillet. Donc là, il s'agit de stabiliser la dette en 2027. On est à 117% en 2027. Donc en fait, c'est la dette d'aujourd'hui en 2027. Il s'agit de stabiliser les prélèvements obligatoires à 43 du PIB, 43%. Donc sans augmenter les impôts et de ramener le déficit sous les 3%, à 2,7% en 2027. Ça veut dire que ça suppose une reprise de la croissance pour retrouver un niveau d'avant Covid, et ça suppose une maîtrise, pas une baisse des dépenses publiques, mais une maîtrise de la progression des dépenses publiques qui serait limitée à plus 0,7% par an hors inflation, donc en volume, quelque chose que nous n'avons jamais su faire sur la durée. Et d'ailleurs, FIPECO.fr remarque qu'une fois en 30 ans, on a réussi à limiter la hausse annuelle des dépenses publiques à 0,4 points. Ça veut dire, on est à peu près dans l'état d'esprit de la règle d'or du rapport Arthuis, qui disait une règle d'or pluriannuelle. Mais tout ça, eh bien, ça suppose qu'il y ait des réformes structurelles. Ça suppose qu'il y ait une révision du périmètre d'intervention de l'État. Parce que c'est pas possible de réaliser ça sans hausse de prélèvements obligatoires, uniquement avec les perspectives de croissance. Parce que finalement, dès l'année 2024, on va retrouver des niveaux de croissance qui sont les niveaux de croissance qu'on avait avant Covid, mais on n'aura pas comblé les années Covid, ou en tout cas les mois Covid et la perte d'activité des mois Covid. Donc voilà, ça suppose une réforme de l'État et des réformes structurelles pour lesquelles, là, pour le coup, on a aujourd'hui aucun détail. On a juste une perspective de hausse des dépenses publiques moins importante que d'habitude. Certains vont crier haro sur la rigueur, c'est certain. On ne peut pas appeler ça de la rigueur. On peut appeler ça une tentative un peu inédite de ne pas avoir la hausse traditionnelle des dépenses que l'on connaît depuis des années, puisqu'on était généralement au-dessus de 2% par an. Et on se réjouissait d'être tombé sous les 2% de hausse de dépenses. Si on tombe sous les 1% pendant une durée prolongée, on pourra dire que la France a fait ce qu'elle n'a jamais su faire. Voilà. Mais c'est un peu ça la position qui nous est réservée, sans qu'on ait vraiment toutes les conséquences en termes de réforme derrière. Alors, est-ce que du coup, ça suffira, Jean-Marc Daniel ? Non, je pense que ça ne suffira pas. Je pense d'abord que le jamais de Nicolas est court dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est le cas depuis 1960 ou 1950, mais je rappelle quand même qu'il fut des époques où la dépense publique baissait dans le PIB. Quand on prend la dépense publique en 1820 et quand on la prend en 1913, elle a baissé dans le PIB. Et donc, pourquoi ? Parce que il y avait un État qui était resté à sa place. C'est-à-dire qu'on parle de rigueur. Vous savez, rigueur, ça a remplacé austérité. C'est Pierre Mauroy qui avait dit non, nous ne ferons pas une politique d'austérité comme la droite réactionnaire et tout ça. Nous sommes la gauche. La rigueur, c'est l'austérité plus l'espoir. Et donc, la composante de gauche, c'était l'espoir. On ne voit pas très bien, effectivement, où est l'espoir ? Qu'est-ce qu'on nous dit comme discours ? Qu'est-ce qu'on nous apporte comme discours politique qui soit en conformité avec une vision un peu de long terme ? Là où je rejoins... Il n'y a pas d'espoir parce qu'effectivement, on dit on va faire des efforts un petit peu, on va augmenter la dépense publique de moins de 1% par an, mais on sera toujours à 117% de dette. On sera toujours à 117%. Et puis, on n'a pas de perspective, comme le dit Nicolas. On ne sait pas très bien quelles vont être les réformes qui vont être associées à ça. C'est-à-dire, on va faire... Bon. Alors, je pense qu'il y a deux façons d'appréhender le problème. Le problème peut être appréhendé dans la façon du rapport Pebro. Vous vous donnez un objectif purement comptable. Vous êtes encore plus violent que d'ailleurs que ce que propose Arthuis, c'est vous maintenez la dépense publique en euros courants jusqu'à ce que vous soyez à l'équilibre. Bon. Et puis, les ministères se débrouillent. La deuxième, c'est, vous savez, on va réfléchir et donc vous avez deux choix, c'est soit le rabot, soit le sécateur. Le rabot, c'est tout le monde passe à la même réduction de ses dépenses, tous les ministères sont convoqués, puis c'est moins de temps, c'est moins plus, c'est moins ça. Bon, donc on dit à la direction du budget, vous cognez et vous ne posez pas de questions. Le sécateur, c'est vous identifier ceux dans lesquels l'État est inutile. Moi, j'étais partisan, dans un article d'ailleurs des Échos, qui avait eu un certain écho, c'est le cas de le dire, puisque j'avais eu des retours, non pas du sécateur, non pas du rabot, mais du marteau du commissaire-priseur. Vous êtes très bien avec la tronçonneuse même. Hein. Ah oui, mais moi, c'est le marteau du commissaire-priseur. Vous prenez tout un tas de trucs et puis vous dites, mais l'État ne sait pas faire ça. L'État est incapable de gérer ça. Donc, je ne le supprime pas, je ne le coupe pas, je le confie au secteur privé. Il y a un rapport qui vient de paraître par l'Institut Montaigne sur les universités qui montre bien que l'université publique, ça ne marche pas. Au niveau mondial, quelles sont les universités de référence ? Ce sont les universités privées
américaine. Donc, privatisons l'université, privatisons la sécurité sociale. Ça ne marche pas. On voit bien, elle accumule les déficits. On l'a nationalisée de façon formelle en 1995 avec le plan Juppé. Elle n'a pas arrêté d'accumuler les déficits. Donc, la bonne solution, c'est le marteau. On dit à l'État, sortez de tout un tas de secteurs que vous ne savez pas gérer. C'est pas la faucille, hein, le marteau seulement. Hein. Oui, rien que le marteau, oui. Nicolas... Le marteau et la faucille, c'est l'espoir. Moi, je me contente de l'austérité. Quand vous parliez, Nicolas souriait. Oui, non, parce que je connais Jean-Marc Daniel et il est certain qu'il y a des activités qui pourraient être... le problème, c'est que c'est toujours pareil. Si vous prenez des décisions, surtout dans une période électorale qui va être tendue, il faut qu'elles soient économiquement efficaces, ok. Il faut qu'elles soient politiquement votables. Pour l'instant, il y a une majorité, mais il faut qu'elles soient socialement acceptables. Ça va être très difficile d'arriver devant la population française et de leur expliquer que la sécurité sociale ne marche pas et que du coup, on va privatiser la sécurité sociale. Donc, on va vous retirer l'intégralité des cotisations qui pèsent sur votre salaire en matière de couverture santé et chacun sera amené à faire des choix pour se trouver son assurance afin d'assurer sa santé. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Après, il y a d'autres activités qui pourraient peut-être effectivement trouver leur épanouissement dans la sphère privée, c'est absolument certain. Puis au-delà simplement de la privatisation de pans entiers, de choses qui sont assumées par l'État, qu'il ne fait probablement pas bien et que le secteur privé pourrait faire un peu mieux, il y a aussi quand même l'efficacité de certaines politiques publiques qui doit absolument être expertisée. Je pense notamment à la politique du logement, par exemple, qui est quand même une politique qui engloutit une fortune tous les ans et qui n'obtient absolument pas les résultats escomptés, ou encore le budget de l'éducation nationale. On nous dit toujours qu'on manque de moyens dans l'éducation nationale, mais comme je le dis souvent, on a 1 300 000 personnes pour 800 000 profs, il y a 500 000 personnes, on se demande ce qu'elles font. Donc voilà. Et idem sur le budget de l'hôpital, par exemple. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des dysfonctionnements. Donc il y a pas simplement de la privatisation, mais il y a aussi quand même corriger des dysfonctionnements et au-delà du niveau de dépenses, poser la question de son efficacité, qui est évidemment beaucoup plus difficile à renseigner. Hein. J'ai l'impression d'entendre de la part des politiques les mêmes promesses depuis des décennies, sans qu'on voit jamais effectivement une vraie réforme de l'État. On peut, si vous voulez, faire la liste de toutes les structures qui ont toutes porté des noms différents depuis la révision générale des politiques publiques. Je crois que c'était Nicolas Sarkozy. On avait eu la modernisation, la map de l'action publique, c'était François Hollande. On a eu CAP 2022, c'était Emmanuel Macron. Je dois On peut dire qu'aujourd'hui, les Américains nous donnent l'exemple des déficits et des dépenses, donc quelque part... Ce qui est assez marrant, c'est que là, on dit qu'on va freiner, alors que tout le monde nous dit dépenser plus. Ouais. Janet Yellen l'a dit hier, après le FMI. C'est pas le même point de départ, Nicolas. Mais c'est pas le même point de départ. Allez, tout de suite.